Bonjour, bienvenue à tous à notre webinaire ce matin, Pas d'âge pour l'école bot. Je sais que vous êtes déjà de nombreux inscrits présents. Merci de votre présence. Merci aussi à nos speakers et clients témoins, Agnès, Magali, Quentin, bien sûr Thierry et Alia de leur présence ce matin à cette table ronde. Alors les règles habituelles, vous les connaissez maintenant, vous ces derniers mois d'usage intensif de télétravail, les règles des webinaires, vous les connaissez bien. Donc, vous pouvez poser des questions dans l'onglet questions-réponses. Nous y répondrons à la fin du webinaire, entre midi et quart. Et puis, vous pouvez également répondre, s'il vous plaît, au sondage qui va être lancé maintenant, donc dans l'onglet sondage. Pour commencer, je vais vous passer un petit extrait très court, un extrait d'un appel d'une étudiante au Crous d'Île-de-France. Bonjour et bienvenue sur la plateforme téléphonique des Crous de Paris, Créteil et Versailles. Je suis Adèle, votre conseillère. Je vous écoute. Quand est la date limite des traitements de bourse? Très bien. Alors, en fait, l'objet même de cette table ronde, c'est pourquoi, pas d'âge pour les callbots de 15 à 95 ans, comment parler avec un callbot. Donc là, vous avez entendu une jeune femme étudiante qui donc s'exprime avec ses mots, et le callbot comprend parfaitement, bien entendu, le sujet de son appel et lui apporte la réponse adéquate. Aujourd'hui, en fait, les callbots peuvent parler à tout le monde. Le doyen nous appelant, on va le voir tout à l'heure, avec le service d'info Covid du ministère de la Santé, s'est annoncé comme étant un monsieur de 95 ans et qui a eu sa réponse intégralement par le bot, la réponse qu'il attendait concernant un centre de vaccination. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est le sujet principal de ce webinaire. Il n'y a pas d'âge, quel que soit l'âge des appelants, de vos clients et des citoyens, tout le monde est en capacité, effectivement, d'avoir une conversation tout à fait cohérente, intéressante et surtout satisfaisante avec un bot qui va comprendre sa demande et traiter l'objet de cette demande. Alors, ce traitement peut être intégralement avec le bot ou être transféré à un humain lorsque c'est prévu ou nécessaire, avec le contexte, bien entendu, de l'appel. Aujourd'hui, pourquoi digitaliser le canal téléphonique? Plus de 60% des clients privilégient aujourd'hui, en 2021, le téléphone, privilégient toujours le téléphone pour joindre leur service client ou leur service d'information. Le canal téléphonique a été en baisse pendant de nombreuses années. Depuis 3 ans maintenant, depuis 2018, ce chiffre augmente à nouveau, à plus de 17% en moins de 3 ans. C'est lié à différents vecteurs, effectivement, de la relation client. Les canaux se multiplient, mais s'additionnent, ne se substituent pas. Aujourd'hui, les canaux tels que les réseaux sociaux, le messaging, prennent une part, effectivement, de la relation client à distance, surtout auprès des populations plus jeunes, mais de tous âges également. Mais le canal est toujours le canal téléphonique, pardon, est toujours le canal privilégié parce que la voix, c'est plus facile, c'est direct, c'est plus rapide et suivant le moment de vie, il est plus facile effectivement d'écrire ou de téléphoner, mais le canal téléphonique reste majeur. Donc l'idée de digitaliser le canal téléphonique, c'est de pouvoir automatiser une partie des appels pour répondre à des questions récurrentes, simples ou très processées, on va le voir tout à l'heure, et pouvoir libérer du temps aux conseillers sur les plateformes qui vont être là pour répondre à des appels complexes, prendre le temps de traiter des difficultés ou des demandes beaucoup plus complexes. D'autre part, pourquoi le bot est intéressant également en termes d'accueil téléphonique, c'est qu'à tout moment, on peut avoir un pic d'appels et c'est toujours compliqué de répondre à 100% des appels. Le bot, bien sûr, répond à 100% des appels, décroche, accueille, comprend la demande et limite comme ça un irritant qui est vraiment l'irritant majeur de la relation client, qui est le temps d'attente. Le temps d'attente est l'irritant majeur et souvent est ressenti comme étant doublé par rapport au temps d'attente réel dans cette file d'attente avant de parler à un conseiller. D'autre part, aujourd'hui, on sait, vous savez tous, qu'une grande partie, 92% de la population est équipée de téléphones mobiles, dont 80% à peu près de smartphones. On peut imaginer que l'accès au numérique, au digital, à Internet est facilité par ces outils de mobilité. En fait, c'est vrai et pas vrai.
Aujourd'hui, on a quand même un Français sur 6 qui n'est pas en situation ou qui ne va pas sur Internet, qui n'utilise pas d'outils numériques. Et on parle d'un chiffre qui est d'ailleurs assez important, de 12 à 13 millions de Français qui sont en précarité numérique, ou le dernier mot à la mode, qui est l'exclusion numérique. Voilà. Donc le Callbot est un accès inclusif qui permet de répondre à tout moment, y compris à des questions pour lesquelles le Français serait à même d'aller chercher ses réponses sur Internet. Pardonnez-moi. Donc maintenant, je vais faire un petit zoom sur le Callbot dans le parcours client. Parce que je vous parle du Callbot, mais juste une rapide définition. En fait, nous, on a 3 familles de Callbot. Le premier, c'est celui qui vous accueille lorsque vous appelez, qui va comprendre votre demande en langage naturel. Donc, en 2 mots, il va remplacer, par exemple, un SVI à touche, taper 1, taper 2. Une fois qu'il a compris la demande, il va orienter cette demande vers le traitement qui va être adéquat avec la meilleure compétence pour traiter cette demande. Si cette demande est déjà automatisée, c'est un callbot de traitement qui va répondre et traiter intégralement la demande. Si elle ne l'est pas, on va envoyer cet appel vers un agent, une conseillère sur une plateforme pour répondre intégralement à cette demande. Ensuite, je voulais vous faire, donc en 2 mots aussi, très rapidement, parce qu'on va laisser la parole à nos speakers tout à l'heure, vous dire qui est Zion et ce qu'on fait, pourquoi on fait des callbots. Aujourd'hui, on a 4 ans, enfin pas aujourd'hui, dans quelques semaines, au mois de septembre, on aura 4 ans. On est une start-up qui est en train de grandir, on est 80 personnes aujourd'hui, on a plus de 50 clients grands comptes et plus de 120 bots en production aujourd'hui, pour à peu près un peu plus d'1 million d'appels par mois. Pour vous situer un petit peu, on a une expertise maintenant vraiment reconnue en France, en Europe et de par le monde, puisque grâce à notre dernière levée de fonds, on déploie maintenant notre service en Europe, dans plusieurs pays, et outre-Atlantique, en Amérique du Nord. Et bien sûr, on en parlera tout à l'heure avec Alia, on va également continuer à développer notre laboratoire IA sur l'IA conversationnelle, et là, je laisserai Alia préciser le sujet. On a des clients aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité, dont 3 sont représentés ici, à travers effectivement Butagaz, donc l'énergie, les utilities sont un secteur majeur, à travers ProBTP qui nous parle de mutuelles et de retraite, donc c'est également un de nos secteurs majeurs, et à travers les services publics et les services de plateforme pour les clients grands comptes, à travers Saitel et le ministère de la Santé. Je vais maintenant lancer un enregistrement que vous allez entendre de bout en bout cette fois-ci, contrairement au Proust. C'est une dame qui appelle Butagaz pour passer sa commande, pour commander son gaz en citerne, pour remplir sa citerne. Donc, je vous laisse l'enregistrement. À l'issue de cet enregistrement, Thierry prendra la parole pour lancer la table ronde. Bonjour, ravi de vous avoir en ligne. Je suis Lisa, votre assistante virtuelle. Je vais prendre votre commande. Votre contrat est-il bien au nom de Jean-Claude? Oui. Maintenant, pour commander, pouvez-vous me donner votre niveau de jauge en pourcentage s'il vous plaît? 50%. C'est noté. À présent, puis-je enregistrer votre commande pour le plein? Oui. Sur quel numéro souhaitez-vous être prévenu 48 heures avant la livraison? Au 06 72 59. J'ai compris que vous souhaitez recevoir le SMS sur le 06 72 59. Est-ce correct? Oui. C'est noté. Merci. La citerne est-elle accessible en votre Bonjour à absence? tous. Oui. Y a-t-il une information particulière à noter concernant l'accès du camion? Non. C'est noté. Votre livraison est programmée, vous serez livré au plus tard le 10 janvier 2020. Vous recevrez demain la confirmation de votre commande par email. Est-ce toujours j@gmail.com? Oui. C'est parfait, votre commande est bien enregistrée. Je vous remercie de m'avoir fait confiance. Avant de raccrocher, pour améliorer ce service de commande, pouvez-vous m'indiquer votre niveau de satisfaction sur une échelle de 0 à 10? 10. Merci. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir. À bientôt. Meilleurs vœux pour la nouvelle année encore. Merci. Bonjour à tous. J'ai le plaisir d'animer un échange entre 3 acteurs très complémentaires et très innovants sur le métier de la relation client appliqué au canal téléphonique.
J'accueille donc Agnès Tétard, directeur de l'expérience client chez Butagaz, un spécialiste de l'énergie. J'accueille Magali Rétien, qui est directrice des opérations du Maxi Hub de Paris chez Sitel, un des leaders mondiaux des plateformes de gestion de relations clients externalisées. Et j'accueille Quentin Martin-Laval, qui est directeur de l'innovation chez ProBTP, donc un acteur majeur de protection sociale qui couvre la prévoyance mutuelle et la retraite. Alors l'idée aujourd'hui, c'est d'échanger sur les appelants, sur qui sont-ils et sont-ils des comportements particuliers. Donc je vais adresser une première question à mes invités aujourd'hui. Donc vous qui avez tous les trois lancé des callbots, donc des agents conversationnels vocaux, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur qui sont vos appelants sur votre canal téléphonique et quelles sont leurs principales demandes exprimées sur ce canal? On va commencer par Magali. Merci Thierry, merci en tout cas de me permettre de m'exprimer en tout cas au nom du ministère de la Santé sur la gestion de cette ligne de la Covid-19 qu'on a lancée maintenant le 1er février 2020, donc il y a maintenant quasiment 18 mois de production. Essentiellement aujourd'hui on est sur une population citoyenne de tout âge. On est dans du 12 ans, puisqu'aujourd'hui, la vaccination est ouverte aux 12 ans et on peut avoir des jeunes de 12 ans jusqu'à, comme on le disait tout à l'heure, des personnes qui ont 95 ans. Et aujourd'hui, sur cette ligne, notre vocation, elle est vraiment d'informer les citoyens sur un nombre inconsidérable de questions. Actuellement, on est essentiellement sur la partie vaccination, qui, depuis 6 mois, est au cœur du dispositif, mais aussi tout ce qui concerne les déplacements en France comme à l'étranger, avec l'ensemble des tests et maintenant des passes, et puis tout ce qui est lié au cas contact dans le cadre de la Covid, et qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce que je dois faire. Merci Magali. Alors du coup, je vais me tourner vers Agnès. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes appelants? Alors oui, bien sûr, bonjour et bienvenue à vous tous. Butagaz, c'est une société qui est un fournisseur d'énergie, multi-énergie et services. Et là, plus particulièrement, ce qu'on a mis en place, c'est Lisa, parce que je vais vous parler de Lisa tout le temps, donc je vais vous dire son nom. Elle s'appelle Lisa, qui est un callbot de commande que nous avons mis en place, nous, depuis déjà juin 2019, et qui est là donc pour prendre les commandes de cibles qui sont très variées, puisque ça va aussi bien concerner pour le gaz en bouteille des revendeurs de gaz en bouteille, qui vont être des stations-service, des petits magasins de bricolage, des grands hypermarchés, etc., ou pour ce qu'on appelle le gaz en citerne, ça va être des particuliers qui habitent plutôt dans des zones, je vais dire, rurales ou petites villes moyennes, donc des gens qui n'ont pas accès au gaz naturel, ou des professionnels qui vont être, alors là, assez mélangés, aussi bien des CHR que des agriculteurs, que des petites entreprises, donc une population qui est très variée, avec donc cette fonction qui est une fonction de commande. La fonction de commande, d'abord, elle est très importante chez nous parce qu'elle touche notre chiffre d'affaires et la grosse majorité du chiffre d'affaires. Et une commande qui va aussi bien demander, par exemple, vérifier la référence client, vérifier la jauge de la citerne de nos clients, quel type de bouteille ils veulent. Donc, c'est assez varié avec une particularité, c'est que nos clients, on les a depuis très longtemps, hein, ils sont très fidèles, il y en a certains qui sont là depuis 30, 40 ans et qui commandent par téléphone depuis toujours, qu'on les a amenés pour une partie d'entre eux à commander sur un espace client sur le web et une autre partie qui a une grande habitude du téléphone se voit proposer Lisa dans son parcours téléphonique, donc c'est assez varié comme type de cible. Merci Agnès. Donc, Quentin, je vais t'adresser la même question. Qui sont tes appelants? Et donc, bonjour. Donc, pour situer ProBTP, on est groupe de protection sociale. Donc, ça veut dire qu'on fait la mutuelle, la prévoyance et la retraite de nos adhérents. Notre premier robot qu'on a ouvert en janvier 2019 traite des appels de retraités qui souhaitent s'informer sur le versement de leur retraite. Donc, on a appelé ce robot-là le traitement des infos paiement retraite et il va être capable de répondre à des questions de type
Est-ce que je vais recevoir mon versement? À quelle date? D'avoir des informations aussi sur le prélèvement à la source, puisque la retraite est impactée par cette réglementation, mais aussi avoir la possibilité d'éditer son attestation, donc qui est l'équivalent de la fiche de paye pour un retraité. On vient d'ouvrir très récemment un autre robot dont on est assez fier, sur ce coup-ci à destination d'actifs, sur l'épargne salariale. Merci Quentin. Du coup, je vais me retourner vers Magali. Maintenant, on va rentrer dans une phase de questions sur les enjeux, les impacts de ces callbots. Alors, la pandémie a généré beaucoup d'incertitudes et beaucoup de questions variées de la part de la population. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur déjà pourquoi le gouvernement s'est autorisé à lancer une innovation comme celle-là avec Sitel? Alors, c'est vrai qu'on a vécu une année très compliquée avec cette ligne. Cette ligne, elle a vocation à informer. Donc, à partir du moment où vous avez une ligne d'un 0800 de ce type-là qui a vocation à informer, et ben d'un seul coup, vous pouvez vous retrouver avec énormément d'appels. Et dès le premier confinement, on a reçu sur cette ligne quasiment l'équivalent de plus de 270 000 appels à la journée. Donc, un volume très conséquent. Et puis, au fil du temps, des confinements et des déconfinements, on a régulièrement des pics d'appels très, très forts de la part des citoyens. Alors, notre capacité humaine, eh ben, elle a des limites. C'est-à-dire que mettre un conseiller pour prendre cet appel, eh bien, autant un jour, vous en avez besoin de 100, l'autre jour, vous en aurez besoin de 2000 pour être en capacité de gérer l'ensemble de ces appels. Donc, une flexibilité humaine, c'est faisable, mais très compliqué du jour au lendemain dans nos métiers. Et donc, on a souhaité, via Zion, se donner les moyens de pouvoir récupérer l'ensemble des contacts et de pouvoir délivrer de l'information dans un temps très réduit en décrochant tout de suite. Donc, grâce à vous et grâce à Sitel, en 36 heures, donc un délai très court, on a réussi à monter un premier parcours d'information auprès des citoyens pour permettre de répondre et d'être en capacité d'apporter de la satisfaction. Est-ce qu'au travers de ce lancement, vous avez aussi vous avez eu le sentiment de jouer un rôle contre l'exclusion numérique? Parce que tu disais tout à l'heure, effectivement, l'âge des appelants, notamment pour le parcours vaccination, qui était réservé aux plus de 75 ans, était forcément élevé. Donc, est-ce que tu as eu le sentiment de jouer un rôle contre l'exclusion numérique? Absolument, absolument. En effet, on a une population plutôt de personnes âgées qui ne sont pas équipées d'Internet, que ce soit à la maison mais avec un téléphone, et faire une recherche d'un centre de vaccination sans Internet, avec une ligne aussi qui était dédiée à la vaccination, qui était saturée, c'était très compliqué. Donc, la capacité de notre bot, il a été de pouvoir, par l'appelant, donner son adresse personnelle, et le bot était en capacité de lui fournir le centre de vaccination le plus proche de son logement, en lui donnant l'adresse, le numéro de téléphone et les plages horaires sur lesquelles il pouvait appeler, qui étaient le moins saturés, pour avoir une réponse. Donc, on a tout à fait, via ce bot, pu permettre en tout cas à une certaine population d'avoir l'information au même titre que les jeunes ou ceux qui étaient équipés de façon Internet. Merci Méline. Je vais m'adresser à Quentin maintenant. Donc, parmi nos clients représentés aujourd'hui, vous avez un profil de client sur le premier bot qui a été lancé, comme tu le disais, qui est des profils retraités. Donc, déjà, pourquoi ProBTP a souhaité lancer un callbot pour ces retraités? Et est-ce que, selon toi, ça a eu un impact sur le taux de satisfaction post-appel? Déjà, pourquoi en fait, on s'est retrouvé en 2018 confronté à il faut se préparer à l'arrivée du prélèvement à la source. Et donc, la grande question qu'on se posait, c'est comment est-ce qu'on va faire pour expliquer à tous nos retraités, qui se comptent en plusieurs centaines de milliers, que du jour au lendemain, les versements vont baisser. Les actifs ont été très informés, mais nos retraités moins, et on se posait la question. Donc on a eu évidemment la peur de
l'augmentation des volumes d'appels. Et donc, on a voulu créer une modalité de réponse dédiée. Et ça, on l'a fait, je pense qu'il faut le dire, on a réussi à le faire dans un temps très court et j'ai l'impression que c'est une ligne directrice de tous ces projets de callbot. C'est à chaque fois, on est confronté à potentiellement une urgence et on arrive à répondre en un temps très court. Et donc, on a ouvert cette ligne avec d'abord les éléments de réponse aux questions qui touchent au prélèvement à la source. On vous explique pourquoi, on est même capable, dès le début, de donner le taux de prélèvement sur lequel nous sommes informés. Voilà. Et puis, petit à petit, on a voulu compléter à partir des questions qu'on a vues arriver, puisqu'il y avait peut-être que 10% des questions qui étaient vraiment centrées sur le prélèvement à la source. Donc, comment est-ce qu'on fait pour répondre aux autres? Ah ben tiens, il y en a qui voulaient des attestations. Ah ben tiens, il y en a qui nous appelaient pour la mutuelle. Donc ça, il faut apprendre à les rebasculer sur les lignes d'appel de mutuelle, évidemment. Mais on a fait progresser ce robot au fur et à mesure. Aujourd'hui, je pense que le plus important, c'est de se dire déjà qu'on a, en termes de satisfaction, on a un taux de transfert, c'est-à-dire de renvoi vers un humain derrière qui est satisfaisant. C'est-à-dire que les gens trouvent leur réponse avec le robot. Et en revanche, dès qu'on détecte un stress, dès qu'on détecte une question difficile, c'est très important pour nous de rebasculer. Là, tout à l'heure, on parlait d'inclusion numérique. Il ne faut surtout pas répéter les erreurs du digital sur nos lignes téléphoniques. Donc, on rebascule vers un conseiller humain qui a les réponses spécifiques que n'aurait pas le robot ou qui mettrait mal à l'aise la personne en face. Donc ça, c'est le premier point. On a une notion de taux de rejet qui est aussi relativement faible. Je crois qu'on est en dessous des 10% de taux de rejet. Alors, je vous laisserai contacter Zion pour avoir une explication du terme technique de rejet, mais c'est un taux qui est très satisfaisant. C'est le nombre de personnes qui ne parlent pas au robot et qui s'arrêtent avant même de prononcer le premier mot. Le dernier point, c'est que on le voit bien, la réponse en 24/7, c'est un vrai avantage. La réponse en instantané, c'est un vrai avantage. Alors certes, tous les gens qui sont rebasculés sur des lignes, derrière, ils refont la file d'attente et ils sont obligés d'être en période ouverte. Mais ça nous pousse à nous dire, OK, comment on va plus loin? Comment on déploie sur d'autres services, sur d'autres... Vous m'avez entendu parler tout à l'heure d'un autre service. Donc oui, nos clients sont satisfaits de Léa. Notre robot, on l'a appelé Léa. Comme quoi, reste dans les mêmes thématiques. Un retour très positif de cette expérience. Merci Quentin. Je vais m'adresser à Agnès, parce que pour le coup, le callbot donc lancé par Butagaz est très particulier, parce que c'était le premier callbot de shopping vocal. Donc c'était une première mondiale dans l'univers de l'énergie, il faut le souligner. Mais donc, peux-tu nous expliquer en quoi ça consiste et pourquoi avoir pris le parti d'innover sur ce domaine? Alors, je vais revenir un tout petit peu en arrière et déjà vous positionner pourquoi Lisa dans la stratégie de Butagaz. Butagaz, on est une entreprise comme beaucoup qui prône l'omnicanal, mais du vrai omnicanal, pas de l'omnicanal avec des canaux qui sont cachés et une mise à disposition de l'ensemble des canaux vraiment normale vis-à-vis de tout le monde. Et il y a à peu près 3-4 ans, moi, je me suis posé un certain nombre de questions sur le conversationnel en me disant... en voyant les gens rentrer chez eux et parler à leur box ou à parler à leur téléphone, en me disant qu'est-ce qui se passe autour de ça. Et puis, en même temps, j'ai rencontré Zion par des liens divers. J'ai rencontré une start-up qui avait un discours qui était très tourné, qui est toujours d'ailleurs très tourné sur le parcours client et sur cette notion de mise à disposition de l'intelligence artificielle et du bot, mais par rapport au client, dans le cadre de son parcours et pas un discours techno. Donc, la rencontre des deux a fait que chez Butagaz, nous nous sommes dit, tiens, si on essayait en parallèle avec cet objectif que tout le monde a d'automatiser, de digitaliser le plus possible un certain nombre d'actes que font nos clients, le digital et le numérique sur son espace client, c'était pas toujours facile. Il faut aller sur son ordi, il faut ouvrir, il faut taper, ça peut être un peu compliqué.
Donc, on a choisi quand même la commande. Il faut que vous compreniez que la commande, c'est notre chiffre d'affaires. Donc, c'était pas neutre, hein, c'est un risque. Enfin, c'était pas un gros risque parce qu'on pouvait débrancher. Donc, on a choisi de se lancer sur cet acte qui est plutôt un peu répétitif et à la fois pas tant que ça parce que nos clients, ils vont pas tant que ça. Et donc, on a choisi ce canal complémentaire qui était de faire naître Lisa. Alors, Lisa, elle est proposée aux clients, pas sur un numéro à part, mais dans les numéros habituels. Et donc, le client appelle pour commander et on va lui proposer, alors quand c'est les heures ouvrées, on va lui proposer de choisir Lisa en lui disant qu'elle est tout de suite présente, mais on ne va pas dénigrer les conseillers clientèle. C'est un vrai choix, c'est dit officiellement, c'est votre assistante virtuelle. Donc, c'est proposé dans un parcours assez fluide. Et elle répond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le reste du temps. Il faut que vous compreniez aussi que nous sommes un métier qui est très météo dépendant. Donc, un week-end où il a fait froid, un week-end où il a neigé, le lundi matin, c'est l'explosion d'appels parce que tout d'un coup, tout le monde se dit « je vais avoir froid, donc il faut me livrer ». Et à ce moment-là, si notre client appelle, ce qu'on essaie d'éviter, mais qui arrive, on va lui proposer aussi d'aller sur Lisa une deuxième fois pour être sûr qu'il puisse avoir cette proposition-là. Et donc, comme on dit mes deux camarades, elle est hybride en quelque sorte, Lisa. C'est que dès qu'elle a un client qui ne comprend pas, qui a besoin de quelque chose de particulier ou que nous avons éliminé en avance, parce que, par exemple, je vais prendre un exemple assez évident, mais quelqu'un qui est en impayé, je nous vois mal déclencher une nouvelle commande et une nouvelle livraison avant qu'il ait payé ce qu'il nous doit. Donc, quelqu'un en impayé va automatiquement aller sur un conseiller clientèle. Puis, il y a d'autres cas, celui qui ne comprend pas, celui qui s'énerve, tout de suite, ça passe vers un conseiller. Et une commande, ça peut être compliqué parfois parce que vous vous dites peut-être j'appelle et je dis non, je dois dire où en est la jauge de ma citerne par exemple. Et la jauge d'une citerne, vous imaginez que tout le monde dit pareil. Et ben non, vous avez des clients qui vous disent je suis à 0,2, des clients qui vous disent je suis dans le rouge, des clients qui vous disent je suis à 20%. Et puis en fait, ça a une énorme importance pour nous parce que ça a des conséquences sur tout le système logistique. Et sortir un camion de gaz sur la route, c'est pas simple. Et il faut que vous vous assuriez que vous avez suffisamment de gaz pour livrer les 10 personnes que vous avez prévu de livrer. Et donc, si quelqu'un vous donne une mauvaise jauge, eh ben, vous mettez en l'air tout le système logistique. En dehors de ne pas faire plaisir à nos clients, ça coûte très, très cher. Donc, on avait tout ça. Et pareil pour les bouteilles de gaz que peuvent commander nos clients parce qu'on a une gamme assez large. Un point que je voulais vous raconter sur l'histoire qui est, à mon avis, assez important, c'est qu'on a déployé Lisa avec nos conseillers. C'est-à-dire que c'est un travail qu'on a fait avec le terrain, en lien direct avec eux, parce qu'on ne voulait pas que ce soit un combat ou une compète entre Lisa et les conseillers clientèle. Et aujourd'hui, Lisa, elle fait partie de la vie de Butagaz, hein, tout le monde la connaît bien. Je n'ai jamais entendu parler de conseillers qui n'étaient pas contents et le transfert se passe toujours bien. Pourquoi ? Parce qu'on a déployé avec eux, parce que c'est eux qui savent comment les clients parlent, parce que c'est eux qui ont testé, qui ont recetté et qui ont fait que Lisa, aujourd'hui, elle est vraiment importante dans notre système. Et donc, alors pour la petite histoire, il y a quelque temps, nous faisions, les collaborateurs Butagaz appellent des clients une fois par an pour être en contact avec les clients et puis évaluer leur satisfaction. Et moi, par hasard, mais j'ai eu de la chance, j'ai appelé un revendeur, une femme d'ailleurs, revendeur de gaz en bouteille, et qui en fait était une femme qui commandait avec Lisa. Et je dois avouer que j'étais super contente parce qu'elle m'a dit « Oh là, moi je suis très contente, hein. J'appelle, on me reconnaît, j'ai même pas besoin de donner ma référence. Avec mon numéro de téléphone, on me reconnaît. Je dis je veux tant de bouteilles de ça et ça, et je suis livrée et tout marche impeccable. » Et vous pouvez imaginer, je vous disais tout à l'heure, ça peut être un petit magasin, une femme revendeur qui court dans son magasin, qui se dit « Zut, j'ai oublié de commander ». Elle appelle en traversant sa boutique, elle dit « Je veux 3 bleus, 4 jaunes », enfin elles sont bleues chez nous, alors, 4 grises et 3 cubes. Elle finit sa conversation et on lui dit « Vous êtes livré le temps » et elle est livrée le temps. Donc, c'est un formidable outil qui s'est vraiment bien intégré dans
ce qu'on dit, le mot à la mode, c'est l'écosystème, mais dans l'écosystème, on va dire, des propositions qu'on peut faire à l'ensemble de nos clients. Merci Agnès pour ce témoignage plein de profondeur, et je pense que ça illustre bien ce que fait un callbot. On va prendre peut-être une petite question là, qu'on me suggère. Est-ce que ces callbots arrivent à comprendre les accents régionaux? Une client qui vient souvent. On peut peut-être l'adresser à Alia, notre responsable du lab. Alors oui, nos callbots, ils comprennent les accents régionaux, tout simplement parce qu'ils sont entraînés sur des données qui sont diversifiées. Donc, nos données aujourd'hui chez Zion, ils viennent de toute la France elle-même. On a des callbots, comme on a dit, en Belgique, en Allemagne et dans d'autres pays. Donc, on est multi-accents et aussi multilingue. Et alors, du coup, je voulais justement qu'on parle aussi des choses qui vous ont surprise dans le bon sens. C'est vrai que quand on lance des projets chez nos clients, il y a beaucoup de questions qui arrivent sur est-ce que les accents, ça revient souvent, notamment on travaille beaucoup dans l'univers aussi bancaire, où les gens posent beaucoup de questions sur leur solde, etc. Est-ce que vous avez anticipé justement ces craintes-là quand vous êtes lancé sur ce projet, ou pour vous, vous étiez confiant en Zion avant de vous lancer? Moi, je peux te dire, je crois qu'on ne se rend pas compte quand on démarre, de toute façon, qu'il y a tant de diversité de questions. L'énorme avantage du système, c'est qu'il s'adapte. C'est vrai qu'au début, on a écouté, vous écoutez un certain nombre d'appels, vous voyez qu'elle a besoin d'apprendre. Et que effectivement, quelqu'un qui est, surtout quand vous êtes régionaux, et je pense que vous avez la même chose, quelqu'un qui est au fin fond du nord de la France va pas du tout le même accent que quelqu'un qui va être à Marseille ou à Toulouse, enfin à Toulouse ou dans les petits villages autour de Toulouse. Et en fait, elle apprend, Lisa. Alors, il y a quelques cas où, franchement, même vous comprenez pas, donc vaut mieux passer à un conseiller qui va décortiquer, mais c'est très rare. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, je suis au-delà des actions régionaux. Nous, on était confrontés à quelque chose qui est très important, en tout cas sur la ligne du ministère, c'est la détresse. Cette crise, elle a eu, en tout cas chez bon nombre de citoyens, une détresse psychologique. Et là, le travail du bot était pour nous d'être capable via des mots, via des émotions, d'être capable de prendre ces émotions et ces mots pour les interpréter, et dans ce cas-là, ne surtout pas répondre à l'appelant avec les réponses qu'on a pu élaborer, mais d'être en capacité tout de suite, via un parcours spécifique, de dire qu'on a compris et qu'on va rediriger pour donner un soutien psychologique à la personne. Et là, le rôle, il est important de ce bot, parce qu'on ne peut pas laisser un appelant qui nous parle d'une détresse, d'un mal-être, parfois même d'une envie de suicide, sur un type de callbot. Il est important que tout de suite la main soit donnée au conseiller pour identifier quel peut être le besoin du citoyen et le rediriger sur un centre d'écoute ou autre en fonction. Donc là, moi, il est vraiment dans l'émotion. Et l'émotion, elle est très difficile dès le départ si on n'a pas du contenu pour le travailler. Et elle était très important qu'on parte des mots déjà, et ensuite qu'on parle et qu'on prenne en compte la voix du citoyen pour pouvoir tout de suite être en capacité d'y répondre. Donc moi, je suis plus sur la partie émotion, et ça, c'était difficile à se dire que c'était possible, mais je suis très contente de savoir que c'est possible et qu'on a réussi tout de suite à identifier ce type d'appelant et de pouvoir leur apporter un soutien psychologique très rapide. C'est vrai que c'était une première, c'était une première chez Zion, parce que c'était un callbot qui était 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 qui tournait. Et c'est vrai que le soutien psychologique, c'est quelque chose qui est arrivé, que tu nous as justement alerté là-dessus. Et c'est vrai qu'on se rend compte des personnes en détresse peuvent appeler au plein milieu de la nuit. Et même s'il y a toujours un conseiller Sitel disponible pendant la nuit, c'était aussi important de détecter au plus vite et de le router vers le soutien psychologique qui va bien. Donc c'était une grande fierté chez Zion d'avoir réussi à faire ça, parce que c'était une première. Et je pense que
je pense que les équipes d'Alia nous ont beaucoup aidés sur ce sujet-là. Et Quentin, tu voulais rebondir toi aussi sur ce sujet? Oui, complètement. Alors moi, personnellement, je suis en charge de la transformation digitale du groupe ProBTP. Et donc, dans ce contexte-là, je suis un convaincu de la première heure des callbots. On vous a rencontré la première fois en 2018, on a creusé. Et à ce moment-là, on réfléchissait à se tester sur nos irritants principaux. Les files d'attente, le 24/7, etc. Et en fait, il y a des questions qu'on se pose quand c'est un canal voix qu'on ne se pose pas quand c'est un canal digital. Quand la personne est toute seule face à son écran, qu'on soit honnête, on ne se pose pas la question de si elle est en détresse. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais les ingénieurs qui conçoivent ces systèmes-là ne se posent pas. On est sur du client moyen, on le met dans son parcours Ikea, on est content. Voilà. Et donc, il y a vraiment un cran de plus. Et pour ma part, j'ai été très agréablement surpris sur un tout petit projet qu'on a monté avec Zion. Donc dans ce cadre, dans le contexte de la transformation digitale, on se disait, on a besoin de créer un centre d'assistance pour les gens qui ne s'en sortent pas sur notre site internet. Et on s'est dit, comment on va faire? On va se poser la question de qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire, ces gens-là. Voilà. Et donc, on a ouvert un numéro de téléphone qui bascule sur Zion depuis le site internet. Voilà. Donc, donc, le parcours proposé, c'est vous avez besoin d'assistance, vous cliquez, ça affiche un numéro de téléphone. Et là, ceux qui se disent « Ah, je suis suffisamment mal pour préférer décrocher mon téléphone et dire « Non, mais attendez, je ne m'en sors pas sur votre site », et on allait voir quelles sont leurs questions. Et le résultat est hyper intéressant et très, très loin des préjugés qu'on avait sur « Regarde, on va faire notre FAQ dynamique super fluide, etc. » On a des années-lumière de ça. Du coup, la FAQ dynamique n'est pas encore relancée, donc on va se poser des questions et profiter de ce très très bel outil de mesure en fait que nous a offert Zion sur ce projet-là, où on a aujourd'hui les 5000 questions types que se posent nos clients quand ils sont sur notre site internet. Du coup, ça me fait une bonne transition pour échanger avec Alia, donc, qui est notre responsable du Zion Lab. Alors, Alia Yacoubi, pour la présenter rapidement, donc, est docteur en intelligence artificielle. Il n'y en a pas beaucoup sur Terre, encore moins en France, mais qui a rejoint Zion justement pour porter des sujets d'innovation et de recherche, quand même très connectés avec nos clients, parce que Alia connaît déjà beaucoup de nos clients, donc c'est aussi important d'avoir une recherche qui est mise en pratique aussi et qui s'adapte aux besoins. Mais donc, je voulais qu'Alia, tu nous décrives un peu les grands sujets sur lesquels tu travailles actuellement et comment ça peut bouleverser le monde de la relation client à court terme et peut-être à plus long terme. Non, merci Thierry. Alors, juste une petite introduction du Zion Lab et un peu l'idée derrière la création du Zion Lab. Donc, comme vous l'avez dit, Agnès, la relation client et le parcours conversationnel est vraiment au cœur de Zion, d'où donc la création du Zion Lab pour continuer à améliorer ce parcours. On a vraiment une obsession. Comment améliorer, comment personnaliser, comment engager encore plus l'utilisateur et bien sûr répondre aux besoins de nos clients qui sont aussi qui changent beaucoup, qui évoluent beaucoup dans le temps. Donc aujourd'hui, le Zion Lab est constitué de 15 personnes. Donc on est 15 personnes. Donc on a des ingénieurs en speech, donc reconnaissance de la parole. On a des linguistes, on a des ingénieurs NLP, donc Natural Language Processing. On a 3 docteurs qui sont aussi spécialisés chacun sur une thématique précise. Et donc l'idée, c'est déjà d'améliorer les technologies qui sont déjà existantes. On a reçu la question, par exemple, par rapport aux accents régionaux. C'est une des raisons pourquoi aujourd'hui chez Zion on travaille sur des technologies homemade, donc faites maison chez Zion pour répondre à ces besoins spécifiques. Aujourd'hui, si on utilise d'autres outils sur le marché, ils peuvent être très performants pour de la parole spontanée
et qui n'a pas de spécificité. Par contre, chez Zion, on essaye déjà d'un point de vue accent, tout ce qui est vocal, tout ce qui est paralinguistique vocal, d'être robuste par rapport à ça, mais aussi tout le contenu verbal. Donc aujourd'hui, on est très spécialisé, on a beaucoup de banques, d'assurances, de utilities et aussi donc récemment le ministère de la Santé, donc c'est aussi très spécifique comme vocabulaire. Et l'idée, c'est d'être vraiment très robuste et de comprendre la demande du client. Donc le premier besoin, le besoin primordial, c'est que nos callbots comprennent la demande du client. Et donc c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle le NLP, donc le Natural Language Processing, en français surtout. La majorité de nos clients, ils sont en France, mais aussi en Allemagne, en Belgique et autres. Donc l'idée, le premier pilier, c'est la compréhension. Sauf que chez le Zion Lab, donc on est un peu, comme j'ai dit, un peu obsédé par comment améliorer, comment rendre encore meilleur. Donc on a regardé beaucoup de conversations, on a vu comment les gens se comportaient avec un callbot. Et donc, et là, on s'est dit, OK, aujourd'hui, on est arrivé à un stade, à un niveau de compréhension très élevé. On comprend très bien la demande, donc le verbal dans la demande. Par contre, on voit quand même qu'il y a des gens qui essayent de court-circuiter Lisa ou Léa ou autres et essayer d'avoir un agent humain. Et donc, si on regarde avec un peu plus de profondeur ce genre de demande, on est arrivé avec le constat que les gens pensent qu'il y a d'autres choses que Léa ou Lisa ne peuvent pas comprendre et qui sont liées, par exemple, à l'état émotionnel de la personne ou bien à l'urgence de la demande. Si on a une demande un peu compliquée, un peu urgente, on a besoin d'être compris dans l'ensemble et non pas que le verbal. Donc, c'est pour ça qu'on a introduit ce qu'on appelle chez Zion l'IA vocale et scientifiquement parlant, ça s'appelle l'IA paralinguistique, donc tout ce qui est non-verbal. Aujourd'hui, on est capable de comprendre, de détecter déjà le genre de la personne en moins de 2 secondes, l'âge aussi de la personne. Alors, on n'a pas un estimateur fin, mais aujourd'hui, on arrive à catégoriser la personne selon la tranche d'âge. Et tout ça, c'est vraiment à base de la voix. Il ne nous donne pas du tout d'informations concernant son âge. Et enfin, le grand volet sur lequel on travaille au Zion Lab, ce sont les émotions. Donc, on travaille beaucoup sur comment, juste à partir de la voix, détecter si la personne est en colère. Est-ce qu'il s'agit d'une colère chaude, c'est-à-dire une vraie colère intense qui s'exprime bien dans la voix, ou bien d'un petit agacement. Donc, on est capable aujourd'hui de faire la différence entre ces deux émotions-là. Et bien sûr, dans la roadmap, on va intégrer la tristesse aussi, la détresse et d'autres émotions positives aussi, pourquoi pas. On parle beaucoup d'émotions négatives, mais l'idée aussi, c'est de comprendre les émotions positives. Et malgré tout, on en a beaucoup, hein. On a vraiment beaucoup d'expériences où on voit que la personne à la fin, elle répond au callbot, elle dit merci beaucoup, vous êtes top. Ou bien on a aussi l'exemple de la personne qui a souhaité un joyeux Noël au callbot. Donc on voit quand même qu'il y a des personnes qui construisent un lien affectif avec ce callbot et une relation, disons, sociale avec ce callbot. Donc d'où l'idée de se pencher plus sur les émotions et sur tout ce qui est paralinguistique. Merci Alia. Donc du coup, est-ce que bientôt aussi on pourra identifier quelqu'un à partir de sa voix? Alors c'est un sujet très délicat. La vérification ou bien l'identification biométrique avec la voix, c'est un sujet très délicat et aujourd'hui en France, on est toujours en discussion, même dans le comité scientifique européen, il n'y a pas encore de consensus là-dessus. Par contre, ce qu'on peut faire et ce qui pourrait intéresser beaucoup de clients, où on peut renforcer la sécurité si on détecte par exemple que la personne qui nous appelle
nous dit que voilà son numéro d'adhérent est tel et que on détecte que c'est pas le même genre ou bien ce n'est pas le même âge que la personne qui est dans notre base de données, on peut renforcer la sécurité par ajouter une question, quelle est votre date de naissance, ou bien voilà, essayer de l'identifier et d'être sûr que c'est la bonne personne. Donc aujourd'hui, c'est possible. Et techniquement aussi, l'identification biométrique, c'est aussi possible, mais d'un point de vue éthique et légal, on n'a pas de consensus aujourd'hui en France. Ok. Ouais. Du coup, maintenant, ce qui pourrait être intéressant, c'est que nos invités partagent peut-être quelques chiffres clés ou quelques résultats emblématiques de ces callbots. Quand vous en parlez à vos directions générales et quand ils vous demandent un ou deux chiffres emblématiques, qu'est-ce que vous leur communiquez comme information? Agnès, pour commencer. C'est à moi. Moi, la première chose comme information, je la donnerai qualitativement, c'est qu'en fait, on n'a eu aucune remontée négative de clients depuis qu'on a commencé à me proposer Lisa. Et ça, c'est énorme. On n'en a pas eu plus que les problématiques qu'on peut avoir avec une prise de commande humaine. Donc, par exemple, on vous a trop livré. L'humain, il peut faire la même erreur de prise de commande de mauvaise compréhension. Donc ça, pas du tout. Alors que, si je vous dis sur les 12 derniers mois, on a eu 25 000 commandes qui sont passées par Lisa. Donc, 25 000 commandes, c'est pas 10 commandes, quoi. Donc, il n'y a pas eu de problème. Ils ont toujours, de toute façon, le choix. Hein, c'est ce que je redis et vous l'avez bien dit chacune à votre manière tout à l'heure. C'est que dès qu'on sent un mot d'exaspération, dès qu'on sent une non-compréhension, on passe chez un conseiller. Et donc, je dirais aussi qu'on n'a eu aucune remontée négative de conseillers. Aucun conseiller, et pourtant, vous le savez, ils sont capables de vite réagir, ne nous ont dit, mais elle ne comprend rien, Lisa. Alors, il y a un transfert, on s'est connecté à Salesforce, ils voient le résumé de ce qui s'est passé. Il y a un transfert et jamais personne n'a dit, mais Lisa, elle ne comprend rien, elle m'a passé un truc. Jamais. Donc, ça, c'est déjà énorme. Donc, en plus de ces 25 000 commandes, ce que je peux vous dire, c'est que, et vous l'avez entendu tout à l'heure, à la fin d'un appel, d'une prise de commande, on fait évaluer la satisfaction du client et on tourne depuis le début autour de 8, voire ces temps-ci, on augmente plutôt si c'est une note sur 10, donc 8, 8,1, on est dans ces notes-là, donc on est plutôt content de ce qui se passe. Et puis, un autre chiffre qu'on a, on a un baromètre assez classiquement, un baromètre annuel de satisfaction de nos clients, qui est plutôt sur ce que j'appelle à froid, de la trace laissée de la vie qu'ils ont eue avec nous l'année dernière. Et donc, cette année, on a posé la question à l'ensemble de nos clients. Et si je vous prends les clients gaz en citerne, moi, je pensais que ça allait être beaucoup plus segmentant que ça, parce que il faut une habitude de passer avec le virtuel. On a quand même 85% des clients qui ont dit être satisfaits de la commande par l'assistant virtuel. Alors nous, on a des taux de satisfaction qui sont plutôt au-dessus du 90 en règle générale. Donc on est un peu en dessous, mais moi je m'attendais à plus trancher. Et dans les 85%, il y en a 59% qui nous ont dit qu'ils étaient très satisfaits. Ce qui veut dire que pour moi, c'est une vraie intégration de Lisa qui, en plus, va s'améliorer au fil du temps. Donc, j'espère que ça va encore plus augmenter. Voilà les quelques chiffres que je peux donner, que je pourrais donner à la direction générale si elle me le demande. Alors, d'autres chiffres qui ne sont pas, que vous ne voyez pas affichés, c'est aussi ce qu'ils vous demandent dans une direction générale. C'est combien ça coûte par rapport à ce que ça aurait coûté par rapport à un conseiller clientèle. Et les calculs économiques, je ne vous les donnerai pas en détail, mais en gros, si vous vous dites qu'une commande prise par un conseiller clientèle, ça vaut 3, une commande prise par Lisa, elle vaut 1. À peu près, je vous dis à peu près les pourcentages. Donc ça, ce sont des chiffres que les directions générales aiment beaucoup voir quand même. J'imagine. Quentin, est-ce que tu as… Eh bien, j'embraye. Oui. Donc, je ne donne pas le chiffre, mais c'est rentable. Attention à prendre dans le calcul de rentabilité le fait que tous les appels ne conduisent pas à la fameuse commande et qu'il y en a certains qui sont rebasculés. Et donc, sur cela, on a payé 4. 1 plus 3.
Exactement. Mais bon, vous ferez vos calculs et vous verrez que ça marche très bien. Je pense que quand on s'adresse à la direction générale, il faut avoir conscience qu'il y a beaucoup de préjugés, j'irais même jusqu'à parler de fantasmes sur le sujet des robots vocaux, et que nos interlocuteurs n'ont pas forcément le temps de se plonger dans le sujet. Or, s'il y a quelque chose qui est très dur à faire, c'est d'aller essayer. Pourquoi ? Parce que quand on n'est pas dans la situation d'un client avec un besoin, on ne sait pas quoi lui dire au robot. Dire comment ça va, évidemment, on n'a rien à faire de demander comment ça va à Lisa. On a un besoin, il est concret. On a été très surpris de voir, par exemple, que les gens vont directement à leurs besoins quand ils s'adressent au robot. Ils ne sont pas à passer par 4 chemins. Nous, des fois, on a des gens qui ont compris que c'est un robot, ils répondent directement en un seul mot, quoi, attestation. Voilà. Et là, le robot, donc, il y a un jeu de rôle qui se met en place. Personne dit à un robot attestation. Le robot dit, si j'ai bien compris, vous souhaitez recevoir votre attestation paiement retraite par courrier. La réponse de la personne dit oui. Fin de la conversation. Voilà, ça, une direction générale ne peut pas l'essayer. Elle ne peut pas l'essayer, donc on fait entendre des enregistrements, on fait... Voilà, mais il y a dans l'interlocution avec la direction générale, c'est vrai qu'il y a un écart là-dessus à venir déconstruire les fantasmes pour démontrer la réalité du terrain. Voilà, après les quelques chiffres, je crois qu'ils s'affichent. Actuellement, on a plus de 200 000 appels par an qui passent par le robot, donc c'est déjà un volume qui est monumental, pas aussi impressionnant que celui du Covid, mais c'est très important. Et le dernier point qui est important, je pense, pour manifester de la réalité de ce qui se passe, c'est de détailler le nombre des robots. Parce que, en fait, la mécanique des robots, ce sont des robots qui se passent la main les uns aux autres, et pas uniquement un seul robot qui répond à tout. Donc, je pense que c'est important de s'adresser à la direction générale en expliquant quel robot fait quoi. J'ai un robot qui vient qualifier la demande, j'en ai un autre qui sait traiter tel sujet, tel autre qui sait traiter tel sujet, et ainsi de suite. Et du coup, Magali, toi, pour le coup, tu as une direction générale qui était particulière, parce que tu avais une direction générale Cytel, plus le gouvernement avec des attentes particulières. Donc, quels sont les chiffres clés ou les éléments clés que ces deux clients suivaient? Alors, ça, c'est sûr que j'ai deux clients à devoir, du coup, convaincre. Donc, si aujourd'hui, la priorité pour le gouvernement, c'est la prise d'appel. C'est être capable de décrocher en quelques secondes un appel et de pouvoir y répondre. Donc, en quelques chiffres, si je regarde depuis le 1er janvier, Zion, du coup, et le bot a réussi à engranger plus de 400 000 appels. Donc, en volume, c'est énorme. Et c'est surtout sur les pics. Les pics suite à une allocution du Premier ministre ou du Président, c'est là qu'il faut être présent et c'est là qu'il faut avoir la capacité d'engendrer le plus d'appels. Donc, très important. Et ça, pour le ministère, c'est très regardé. Nous, on parle de ce qu'on appelle de qualité de service, donc le nombre d'appels pris sur le nombre d'appels reçus. Et cette qualité, elle doit être, en tout cas pour un ministère, très haute. Il faut être capable, en quelques secondes, de décrocher 90, 95, 98% des appels qui arrivent. Donc ça, c'est une vraie force, en tout cas, sur cette capacité de prendre de l'appel. Et la deuxième chose qui est très importante pour nous, c'est ce parcours et c'est de capter l'ensemble des demandes et d'y répondre. Puisque c'est pas le but de prendre les 400 000 et après de tout remettre sur le call. C'est vraiment d'être capable dans ce parcours, de closer et de dire le citoyen raccroche et il a sa réponse. Et là, on a environ 35% des appels qui sont gérés de bout en bout par le call avec une satisfaction de notre citoyen. Et ça, c'était important pour nous de pouvoir répondre vite et bien. Si je regarde, et tout à l'heure on donnait plutôt des coûts, une histoire de coûts, moi je vais plutôt regarder une histoire de durée de communication, puisque ça aussi c'est un gain pour moi. Aujourd'hui, notre call, il est capable en 1 minute 30 à 2 minutes de donner tout le parcours à mon citoyen. Mon conseiller, il va prendre plus de temps, il est plutôt sur du 3 minutes 30. Donc j'ai un gain aussi en termes de capacité de traitement de mon call. Et la chose aussi que c'est très bien faire le callbot, c'est au-delà de pousser de l'information vocale, il est aussi capable de vous pousser de l'information
web, une page web, un document, en complément de ce que je viens de dire. C'est-à-dire que si j'ai donné une adresse d'un centre de vaccination, il est capable par SMS derrière de me pousser le numéro de téléphone du centre de vaccination que le citoyen va garder et pourra recontacter si besoin. Ou d'être capable de pousser des pages web d'information sur le site du gouvernement, sur le site de diplomatie ou des sites ministériaux à vocation d'information. Donc, au-delà d'une réponse, il a une vraie valeur ajoutée derrière pour mon citoyen parce qu'il va garder de l'information. Et ça, en termes de satisfaction, aujourd'hui, mon conseiller, il n'est pas capable de pousser. Il est capable de pousser oralement une page, mais pas directement à la cible de l'appel. Donc, une satisfaction, en l'occurrence, aussi, qui est mesurée, alors nous, qui est très jeune encore et elle a besoin encore de grandir, mais on audite aujourd'hui la satisfaction de nos citoyens, on travaille régulièrement sur cet audit pour améliorer nos parcours de simplicité, d'information, pour obtenir le plus, la meilleure note possible aujourd'hui sur ces parcours. C'est vrai que la satisfaction en plus reflète d'autres choses que la satisfaction du parcours, parce qu'il y a aussi beaucoup de commentaires sur l'action gouvernementale, forcément c'est on arrive à faire la part des choses. On est en train de compter. Voilà. Le programme c'est peut-être contenu dans ce retour de satisfaction. Donc c'est ça qui a été intéressant. Après, effectivement, il y a un défi particulier sur ce bot qui est la variation de l'information. Et quand il y a une annonce gouvernementale, on peut se retrouver avec une partie de l'information qui va sur le site du ministère de la Santé, une autre sur des sites spécialisés de diplomatie, ministère de l'Intérieur. Et c'est vrai que ça a été l'un des défis majeurs, c'était d'ailleurs de résumer la bonne information, donc résumer parce qu'elle est vocalisée. On ne peut pas redonner toutes les subtilités d'une page web. Donc il fallait résumer cette information tout en renvoyant vers la page la plus précise par rapport à la question qui était posée. Donc c'est des défis aussi qui se rencontrent aussi sur d'autres bots de nos clients, mais je pense que là ça a été à une échelle un peu particulière. Et du coup, vu qu'on arrive vers la fin de notre échange, moi j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez une question pour Zion? Parce que moi c'est moi qui pose la question, mais est-ce que vous avez une question à nous retourner? Je pense que si on avait une baguette magique, qu'est-ce qu'on pourrait faire bientôt? Moi, j'ai tendance à penser qu'on a déjà encore plein de choses à faire avec vous. Et quand on entend ce que dit Alia, moi, je trouve que c'est vraiment ce qui doit faire passer aux nouvelles versions de bots. Parce que c'est des assistants virtuels, ils ont encore un côté un petit peu mécanique, même si je trouve que même en 2 ans, ça a énormément bougé. Et donc, se dire qu'à terme, ils vont bien comprendre les émotions, c'est vraiment intéressant. Pour moi, tout en restant au niveau du virtuel. Puisque, clairement, je pense que vis-à-vis d'un client, il faut que ça reste du virtuel. Il faut être clair, ce n'est pas un humain, c'est du virtuel. Et donc, la question, elle va être plutôt, on va voir comment toutes les améliorations que vous apportez vont pouvoir optimiser tout ça. Après, les limites qu'on peut avoir, elles sont aussi liées à nos propres systèmes. Moi, je ne vous ai pas dit qu'on était connecté avec notre Salesforce, notre système SAP, etc. Bon, après, c'est la capacité que peut avoir l'entreprise à aller chercher en tout cas pour nous, pour la prise de commande, à aller chercher la bonne information dans ces systèmes. Et si on ne l'a pas de manière fiable, Lisa, elle pourra faire tout ce qu'elle veut, elle ne donnera pas une bonne information. Donc, c'est quand même toute une chaîne complète. Donc, j'ai pas... Les réponses d'Alia, elles sont déjà bien. Oui, j'avais une question, moi. Aujourd'hui, on est dans une thématique, pas d'âge pour les callbots. Mais un robot, ça vieillit, en fait. Donc, vous faites quoi? Parce que ça vieillit vite. Donc, la question est là. Tu veux y répondre à cette question? Alors, je voulais juste bien comprendre, ça vieillit, c'est-à-dire dans le contenu. Dans le contenu, parce qu'il y a une notion d'actualité dans un appel. Oui, tous ceux qui ont des centres d'appel qu'on manage,
Oui, chaque semaine, il y a une réunion. OK, là, il y a tel événement, on s'attend à tel type de questions. Voilà la réponse type. Là, mon site internet, il s'est planté sur telle page. Pendant 3 jours, il faut prévenir les clients que c'est normal si ça marche plus. D'accord, il y a toute cette actualité. Donc, c'est là-dessus que porte ma question. Et pareil, les parcours clients eux-mêmes vieillissent parce que les clients n'appellent plus forcément pour les mêmes choses. Alors, oui, très bonne réflexion, très bonne question. C'est vrai que nos callbots, bien sûr, vieillissent, mais on essaye, que ce soit d'un point de vue technologique, en tout cas, d'être vraiment à la pointe de ce qui se fait aujourd'hui dans le conversationnel, c'est-à-dire dans l'IA conversationnelle. Aussi, on a parlé d'émotions, on parle aussi des voix. Aujourd'hui, on a toute une équipe chez Zion qui est spécialisée dans ce qu'on appelle le voice design pour avoir les meilleures voix, donc le meilleur rendu possible. Donc voilà, il y a plusieurs aspects, plus d'un point de vue technologique où voilà, on essaye de les updater très souvent. Et j'espère en tout cas que vous avez vu des améliorations. Voilà. Après, sur la partie métier, c'est vrai que c'est un challenge. Aujourd'hui, il y a beaucoup ce qu'on appelle human in the loop, c'est-à-dire c'est l'humain qui décide de ce qu'on met dans le callbot et de ce qu'on ne peut pas mettre. Moi, j'ai l'espoir dans quelques années, on va laisser un peu plus d'autonomie, c'est-à-dire que la base de connaissances du callbot va grandir, va s'enrichir d'une manière automatique. Après, bien sûr, il faut poser les pour et le contre. Est-ce qu'on veut que notre callbot comprenne tout? Est-ce qu'il peut répondre à tout? Ou est-ce qu'on met en limite son spectre de connaissances? Donc ça, c'est plus une question un peu plus philosophique, éthique, qui aurait peut-être un impact sociétal aussi à prendre en compte. Mais vous avez des outils pour mesurer le vieillissement et dire, au fait, cher client, là, on a repéré, une dégradation de telle chose, il faut s'y remettre. Alors oui, au Zion Lab, on a ces outils-là. Aujourd'hui, on est capable de reconnaître, par exemple, ce qu'on appelle le clustering. Donc, c'est du non supervisé où il n'y a pas d'humain. C'est-à-dire, c'est pas l'humain qui dit voilà ce que le bot doit comprendre, mais plutôt voilà les données qu'on a eues, par exemple, pendant une semaine. Et on les projette dans un espace vectoriel pour sortir des clusters et voir si nous avons des demandes auxquelles on n'a pas pu répondre et que l'humain, que ce soit le client ou bien notre chef de projet ou bien toute l'équipe projet, qui n'ont pas anticipé. On a eu plusieurs cas, même sur le ministère de la Santé d'ailleurs, où il y avait des personnes qui nous parlaient beaucoup d'achat de voitures, alors que c'est pas du tout quelque chose qu'on a anticipé avant de mettre en place ce callbot. Donc oui, les outils existent, on les utilise donc avec l'équipe aussi amélioration continue pour alerter nos clients. Bien sûr, on ne prend pas de décision tout seul. On alerte nos clients, il y a une demande ou quelques demandes qui sont de plus en plus fréquentes, mais le callbot n'est pas prévu pour répondre. Est-ce que vous voulez qu'on ajoute ce parcours conversationnel ou pas? Et donc pour l'instant, en fait, justement, en production, on utilise de l'IA supervisée, c'est-à-dire qu'on l'a pré-entraîné sur des thématiques. Et effectivement, le non supervisé qui était décrit là est plutôt utilisé pour regarder si on n'a pas oublié des thématiques. Parce que souvent, on s'appuie soit d'interviews de conseillers, d'interviews du métier pour se dire quelles sont les grandes thématiques, ou on collecte des éléments de langage directement des clients pour se dire voici les thématiques. Mais quand on veut aller un cran plus loin, on avait pu le faire avec Magali, d'ailleurs, pour identifier justement quelles étaient les subtilités qu'on n'avait pas encore notées. Et il y en avait par exemple sur les voyages à l'étranger. C'est une grande question en ce moment. Les gens qui veulent aller en voyage à l'étranger. Donc il fallait aussi désambiguiser des gens qui veulent revenir de pays, qui ont leurs enfants qui sont dans le pays, accompagnés par d'autres. Il y a plein de subtilités. Donc ça donne une palette d'outils assez intéressante pour améliorer la compréhension. Et c'est vrai que c'est un vrai défi, la compréhension, parce que chaque jour, il peut y avoir un nouvel événement externe ou propre à la personne qui appelle, qui fait que ça varie. Je pense qu'un défi qu'on essaie de relever là-dessus, c'est d'avoir
des données sectorielles, parce qu'on pense qu'il y a quand même une prédictibilité des demandes dans un secteur donné. C'est un constat qu'on fait. Donc là, on va dire que normalement, on ne doit pas réinventer la roue à chaque nouveau client dans un métier donné. On doit avoir un socle de connaissances de base du bot qu'on peut réutiliser. Et on fait de plus en plus justement des mises en production sans avoir quasiment réfléchi à quelles sont les questions que pourraient se poser vos clients, parce qu'en fait, on les connaît déjà pour la plupart. Donc, il y a un sujet quand même de gestion de la saisonnalité des demandes. On parlait du froid dans les bonbonnes de gaz, mais effectivement, des incidents informatiques vont créer un pic de demande. Donc, tout ça est en tout cas un sujet de travail dans nos équipes. On a des questions en live, c'est ça, sur Livestorm. Alors, quand un client est identifié, peut-on envoyer des infos géolocalisées? Je pense qu'il a répondu. Je peux répondre à cette question-là. Je pense que ce qui a été décrit tout à l'heure par Magali, donc qui était une personne qui recherche par exemple un centre de dépistage Covid, donc un laboratoire ou un centre de vaccination. Comment on fait? Donc, elle a expliqué que c'est la personne donnait son adresse, vocalise son adresse, et après c'est Zion qui processe cette information pour retrouver, avec des bases d'informations du gouvernement, le centre de vaccination le plus proche de ses coordonnées. Donc il n'est pas, on n'est pas dans un film d'espionnage américain, on le repère pas grâce à son téléphone, c'est l'adresse qu'il a énoncée qui nous sert à ça. Combien de temps on a mis en place? Je pense que le plus court, c'est Magali qui l'a dit tout à l'heure. 36 heures. 36 heures. Voilà, on a démarré la veille du 11 novembre pour information. Le kick-off, comme on dit dans notre jargon projet, était la veille du 11 novembre. Et le jeudi à 16 heures, je crois, à peu près, ça a été déployé. Ça fait 36 heures, record Zion à battre. Ah oui, donc une question pour Alia sur les émotions disponibles. Donc, quelle est ta palette d'émotions? Alors, ma palette d'émotions. Donc, on est aujourd'hui capable de reconnaître déjà le positif, le négatif. Donc, on a cette polarité, le neutre aussi, bien sûr. Après, sur les émotions fines, c'est-à-dire sur les catégories d'émotions et ce qui est aujourd'hui mis en production chez nos clients, ce sont les émotions négatives qui sont plus de la colère, de l'exaspération et aussi de l'agacement. Donc, on essaye d'aller encore plus finement dans la détection de l'émotion. On va ajouter très prochainement les palettes aussi de stress, puisqu'il y a beaucoup d'états de stress différenciables dans la voix. Bien sûr, là, je parle vraiment dans la voix, dans le signal vocal. C'est-à-dire aujourd'hui, la personne, elle peut dire oui ou non de plusieurs façons différentes et on est capable, à partir de ce oui ou de ce non, de donner un score de confiance. On travaille beaucoup avec les scores de confiance sur une émotion donnée. Aujourd'hui, donc, comme je dit, c'est la colère, exaspération et agacement. Il y a une question qui est sur la satisfaction. Donc, est-ce qu'on fait des enquêtes de satisfaction après les appels, pendant les appels? Tout à l'heure, je vous ai donné des notes. Alors, il y en a une donc, qui est le 8,1 qui est à l'intérieur du parcours, vous l'avez entendu, du parcours de la prise de commande. Donc, ça, ce sont les clients qui sont allés jusqu'au bout et qui ont fait leur commande jusqu'au bout. Autrement, nous, on n'est pas des forcenés du système de l'enquête de cette clé juste derrière un acte. En revanche, ce qu'on est en train de mettre en place, pour l'instant, j'ai pas de mesure, c'est dans l'email de confirmation de commande qu'on envoie, poser une question sur, je ne sais plus exactement comment elle est formulée, sur la satisfaction, sur le parcours de commande. Et on va regarder si on a des notes très différentes, que le client a commandé auprès d'un conseiller avec Lisa ou dans son espace client. Ce qui va nous permettre de comparer. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est la comparaison. Et puis, je vous ai parlé du baromètre de satisfaction qui, lui, est une enquête téléphonique à froid. Voilà, c'est pour l'instant ce
ce qu'on met en place. Je ne sais pas ce qui existe chez les autres. Je peux peut-être compléter avec notre point de vue. Alors, on aime beaucoup Zion, hein, vraiment. Mais en revanche, laisser un fournisseur s'auto-évaluer sur la performance de son produit, il y a un moment, il faut se poser la question. Et donc, du coup, notre choix, c'est de faire les enquêtes à froid a posteriori nous-mêmes. Et pour la partie de la ligne Covid, donc oui, nous, on a 2 types du coup de questionnaires qui sont faits. Elles sont faites, si l'appelant nous a appelé avec un numéro de portable, on pousse un SMS et là, il a la possibilité de retourner la note entre 1 et 5 sur sa satisfaction. Et s'il n'appelle pas avec un portable, mais avec un fixe, là, on va pousser oralement à la fin de la conversation une satisfaction, une enquête du satisfaction. Donc les deux, en l'occurrence, nous, on a vraiment le panel le plus complet. On va chercher le maximum de retours possible. Question. Quelle différence avec Google et Amazon? C'est une grande question. Déjà, on est plus petit. Je pense qu'on est un peu plus petit pour l'instant. On est un peu plus petit. On est français. On est français. Je peux vous donner le point de vue du client. Ouais. Vas-y. Du coup, je prends les devants dessus, mais les données, elles restent en France. Elles nous appartiennent. Ouais, les conversations ne sont pas... alors que dès que vous travaillez sur les Alexa, les OK Google, etc., nous, on a complètement fermé la porte à ces solutions après les avoir prototypées, parce que les voix des clients ne nous appartiennent plus. On ne peut pas faire ça à nos clients. Alors, on comprend que ça sert à faire progresser la science, etc., ça on comprend, mais on ne peut pas laisser nos clients donner leur voix dans la nature sans aucun contrôle de notre part. Hein. Il y a pas de... On n'a pas vu, nous, de marge de manœuvre possible pour brider les contrats et dire, bah non, les voix de nos clients, au bout de X mois, elles sont supprimées, elles disparaissent des bases de données, etc. Je pense que ça, c'est la différence majeure. Et puis après, l'autre écart, il est sur les verticales métiers, où, comme tu le disais tout à l'heure, il y a, sur les sujets, par exemple, de mutuelles, on voit bien que les questions, elles ont déjà été adressées, donc on ne réinvente pas la roue. Et ça, c'est pas mal. Je peux aussi continuer sur la partie technique. Alors oui, on a très souvent cette question. Moi, je l'ai très, très souvent. L'idée de Zion n'est pas du tout d'être concurrent de Amazon ou de Google. Aujourd'hui, on essaye de faire notre propre techno pour répondre à un besoin vraiment très spécifique. Par exemple, sur tout ce qui est reconnaissance vocale, aujourd'hui, on a notre propre système de reconnaissance alphanumérique. Pourquoi? Parce que on n'a pas pu avoir un outil externe, que ce soit Amazon, Google ou autre, qui puisse reconnaître d'une façon très précise une plaque d'immatriculation, par exemple. Et c'est pour ça qu'on a fait notre propre techno qui est entraînée sur nos propres données qui sont vraiment très particulières. Ce n'est pas de la parole, on ne parle jamais comme ça, on n'épelle pas de chiffres et de lettres d'une façon spontanée. Et donc, c'est normal que ces outils-là qui sont faits pour reconnaître la parole ne sont pas robustes par rapport à des données spécifiques. Et bien sûr, je rejoins ce que vous avez dit sur l'expertise métier. Aujourd'hui, nous avons une expertise de 4 ans avec vraiment beaucoup d'appels d'assurance, de banque. Et je pense qu'on maîtrise beaucoup mieux ces sujets-là que des outils qui sont publics, pour le grand public. Ok, donc il y avait après une autre question sur la voix du bot qui peut paraître robotique. Est-ce que c'est fait exprès? Alors, il y a peut-être une partie où, oui, on peut dire que c'est fait exprès pour peut-être aussi enlever l'ambiguïté si jamais la personne, elle pense qu'elle est en train de parler à un humain. Mais il y a aussi des défis techniques, on le dit aujourd'hui, même si sur le marché, on peut trouver des voix très naturelles, très fluides.
elles sont aussi souvent dégradées quand on parle au téléphone. Donc, le signal téléphonique aussi peut jouer un rôle sur la dégradation de la voix. Donc, il y a encore du chemin à faire dans ce domaine-là. Du coup, on arrive au terme de cette table ronde. Donc, j'espère que ça a été instructif et merci en tout cas d'avoir animé ces échanges avec nous. Donc, on voulait conclure. Voilà, moi, j'en retiens trois grandes conclusions de cet échange. Donc, non, il n'y a pas d'âge pour les callbots. Ça va de 15 à 80 ans. Les personnes sont à l'aise sur ces parcours. Il faut juste personnaliser le parcours quand c'est nécessaire. Le callbot est toujours prêt à servir, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et il renforce une équipe de conseillers, donc il ne travaillera jamais seul, il aura toujours une équipe de conseillers dans laquelle il doit s'inscrire. C'est un coéquipier, ce n'est pas un remplaçant qui remplace toute l'équipe. Et surtout, c'est un canal complémentaire d'information. On pourrait se poser la question de est-ce que demain, on ne fera que du vocal ? J'ai compris de nos échanges qu'on était plutôt dans l'idée que c'était un canal complémentaire et que de toute façon, nos moyens de communiquer évoluent tous les jours. Donc, voilà. Faire un pari sur la disparition de tous les canaux pour en avoir qu'un seul serait un peu ambitieux. Merci à tous. Et à bientôt pour un prochain échange.